Ils sont ici. Pour elle, c'est simplement un autre enfant pour nous. C'est la paix. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au film Poltergeist, film réalisé par Tobe Hooper, sorti en 1982 et produit par Steven Spielberg. C'est le premier film d'horreur dont je vous parle sur cette chaîne, j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, évidemment, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Je vous rappelle que c'est gratuit, ça m'encouragera à continuer à vous proposer justement de nouveaux épisodes de cette série baptisée Dans ton culte. Maintenant, si vous êtes prêts, si vous n'avez pas trop peur, ou en tout cas si vous êtes prêts à replonger avec moi dans ce cauchemar du film Poltergeist, eh bien je vous emmène tout de suite pour découvrir ce nouveau DTC consacré à Poltergeist. Au début des années 80, le projet d'un film basé sur des phénomènes paranormaux n'est pas une priorité pour Steven Spielberg, qui a alors en tête de donner une suite à son film Rencontre du troisième type, sorti en 1977. Mais pour différentes raisons, cette suite ne verra jamais le jour. Et Spielberg décide alors de partir à la rencontre d'autres phénomènes, plus terrestres cette fois. Le réalisateur, via sa société de production naissante baptisée Amblin, travaillera donc sur E.T. l'extraterrestre et Poltergeist en simultané. Le terme poltergeist est un mot d'origine allemande, apparu pour la première fois au XVIe siècle, qui décrit un phénomène paranormal se manifestant par de nombreux bruits et événements inexplicables scientifiquement. Dans les premières lignes d'un scénario intitulé Night Time, Steven Spielberg a l'idée de confronter une famille américaine à des esprits frappeurs. L'idée générale était quasiment la même que dans la version finale, les Freeling étant confrontés à des poltergeists issus de pionniers de la colonisation américaine massacrés par des Indiens en 1832. C'est sur ce charnier à ciel ouvert que la petite ville avait été bâtie. La manifestation paranormale était décrite comme progressive, d'abord de légers tremblements de meubles, des courants d'air faisant claquer des portes, des ampoules qui clignotent, des objets qui changent et se déplacent d'une pièce à l'autre, le chien se couchant sur le dos et semblant être gratté par des mains invisibles, et enfin des actions plus concrètes comme un baiser forcé à la mère de famille par une entité. Dans une version abandonnée du scénario, Carol Anne s'exprimait avec une voix d'homme adulte, mais faisant sans doute trop penser à l'Exorciste sorti 10 ans plus tôt. L'une des fins prévues et abandonnées voyait également l'évacuation totale de la ville, puis des feux fantômes réduire le lotissement en cendres. C'est finalement le duo de scénaristes Mark Victor et Michael Grace qui apporta les modifications donnant l'histoire que l'on connaît aujourd'hui. Le tournage du film eut lieu au mois d'août 1981 sur la Roxbury Street à Simi Valley en Californie. Le réalisateur Tobe Hooper passa 10 semaines à monter le film dans la salle de montage. Mais l'a-t-il vraiment réalisé? Car depuis la sortie du film en 1982, de nombreux éléments font penser que ce n'a pas été le cas. À la base, Steven Spielberg avait la volonté de réaliser Poltergeist, mais une clause de son contrat qui le liait à Universal Studios, sur E.T., stipulait qu'il ne pouvait en aucun cas réaliser un autre film en même temps. Spielberg se mit donc à la recherche d'un réalisateur qui puisse accepter de l'aider à mettre en scène son film. Et c'est Tobe Hooper, dont Spielberg avait apprécié le travail sur Massacre à la tronçonneuse 10 ans plus tôt, qui fut donc choisi. Mais comme on va le voir, Spielberg a été un superviseur très influent à la production du film, du casting aux effets spéciaux, en passant par le montage et le choix des musiques. Et à vrai dire, il me paraît totalement impossible que le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse ait pu mettre en scène un tel projet. Alors qu'il ait aidé sur le plateau, à porter les cafés, mettre en boîte quelques planches, je veux bien, mais il y a trop de séquences et de détails qui nous font penser à d'autres films de Steven Spielberg. Je vais pas dans cette vidéo m'attarder sur les plans en question, mais quand on connaît la filmographie de Spielberg et qu'on prête attention à la réalisation de Poltergeist, bah ça saute vraiment aux yeux. Et d'autres éléments bien plus factuels cette fois-ci tentent à prouver que Spielberg a bien réalisé Poltergeist, mais sans pouvoir être crédité au générique, parce que contractuellement, il n'en avait tout simplement pas le droit. Les revues Time et Newsweek baptisent d'ailleurs l'été 82 l'été de Spielberg, car E.T. et Poltergeist sortent à une semaine d'intervalle au mois de juin.
Et les deux films ont d'ailleurs été tournés quasiment en même temps et au même endroit, à quelques kilomètres l'un de l'autre. Et mieux encore, la présence de Drew Barrymore au casting d'E.T. est en grande partie due au projet Poltergeist, pour lequel elle passa d'abord des auditions, mais ne fut pas retenue. Spielberg, qui avait le regard sur les deux castings, n'oublia pas ce visage et la casta pour E.T. Certains ont alors commencé à remettre en question le rôle joué par Spielberg sur le plateau de tournage. Il est suggéré qu'il aurait exercé une influence plus importante que Tobe Hooper sur le film. Steven Spielberg devant même se justifier en interview, il déclara à l'époque que si une question se posait pendant le tournage, Tobe n'était pas du genre à savoir prendre une décision rapidement. Steven Spielberg avait donc l'habitude d'intervenir afin de proposer des solutions, et Tobe acquiesçait d'un signe de tête. Mais la situation se tendra un petit peu plus pour le réalisateur lorsque la Directors Guild of America ouvra une enquête pour déterminer si le crédit officiel de Tobe Hooper était dénigré par les déclarations de Steven Spielberg, s'autoproclamant réalisateur. Le coproducteur Frank Marshall déclara au Los Angeles Times que la force créatrice du film était Steven. Tobe était le réalisateur et était tous les jours présent physiquement sur le plateau. Mais Steven a fait tous les storyboards et était également présent sur le plateau tout le temps, sauf durant 3 jours puisqu'il se trouvait à Hawaï avec son ami George Lucas. Toutefois, Tobe Hooper a affirmé avoir fait tout seul la moitié des storyboards. Steven Spielberg, pour mettre fin à la polémique, adressa une lettre ouverte à Tobe Hooper dans la semaine de la sortie du film. Malheureusement, la presse a mal compris le rapport assez singulier et créatif que vous et moi avions partagé pendant toute la production de Poltergeist. J'ai apprécié votre ouverture d'esprit à mon égard, en m'offrant une large part de créativité, tout comme je sais que vous étiez heureux de par la liberté que vous avez eue à si bien réaliser Poltergeist. Au vu du scénario, vous avez accepté cette vision de cet intense film, dès le début. Et en tant que réalisateur, vous avez fait au mieux. Vous avez travaillé avec sérieux et professionnalisme tout au cours de la production, et je vous souhaite beaucoup de succès pour votre prochain projet. Le prochain projet en question, c'est le film Life Force, l'étoile du mal, traitant de vampires originaires de l'espace, qui sortit en 1985 et fut d'ailleurs un énorme échec commercial à sa sortie. Tobe Hooper ne connaîtra d'ailleurs jamais un succès équivalent à Poltergeist dans le reste de sa carrière. Malgré l'écriture de cette lettre rendue publique par The Hollywood Reporter, certains membres de la distribution et de l'équipe de production ont continué à prétendre que Steven Spielberg était le seul et unique réalisateur de Poltergeist, tandis que d'autres ont affirmé au contraire que Tobe Hooper avait bien et bien réalisé le long métrage. En 2007, durant une interview, c'est l'actrice Zelda Rubinstein, qui incarne la médium Tangina Barons, qui prend la parole et livre sa version et ses souvenirs du tournage. Elle déclara que Steven Spielberg était derrière la caméra les 6 jours où elle était sur le plateau, Tobe mettant en place les prises de vue et Steven faisant les ajustements. Alors chacun se fera son propre avis, mais il m'apparaît évident que Tobe Hooper, s'il a contribué au film, c'est dans un rôle d'assistant réalisateur et non de réalisateur. Les effets spéciaux sont confiés à John Bruno, l'un des futurs proches collaborateurs de James Cameron, et à Richard Edlund qui bossa sur les effets spéciaux de la trilogie Star Wars et d'Indiana Jones et les Aventuriers de l'Arche perdue en 1981. La musique est composée par Jerry Goldsmith, le génial compositeur de la musique du premier Alien, le 8e passager, mais aussi de Rambo, sorti la même année. Spielberg refera appel à lui pour l'un de ses prochains projets, Gremlins en 1984. Poltergeist sort chez nous en France le 20 octobre 1982, réalisé donc par Tobe Hooper ou pas, sur une histoire originale de Steven Spielberg, un scénario coécrit par Steven Spielberg et coproduit par Amblin, la société de production de Steven Spielberg. Poltergeist est d'ailleurs le tout premier film produit par Amblin, E.T. sortant en salle une semaine plus tard. Au début du film, on découvre une famille typique américaine qui est réveillée au milieu de la nuit par la petite fillette qui semble répondre à une voix qui lui parle à travers le poste de télévision. Steven et Diane Freeling mènent une vie tranquille dans un lotissement pavillonnaire en Californie, appelé Cuesta Verde. Steven est agent immobilier alors que Diane est femme au foyer. Ils ont 3 enfants, Dana, Robbie et la petite dernière, nommée Caroline. Les premiers plans nous font immédiatement penser à la patte du réalisateur Steven Spielberg, avec des prises de vue qui font penser à E.T. l'extraterrestre ou encore à la famille de rencontre du 3e type. Dans la chambre d'ado du petit garçon, la housse de couette, le poster et le buste de Dark Vador qui sont des clins d'œil de Spielberg à son ami George Lucas.
On est pile un an avant la sortie du Retour du Jedi et en pleine folie Star Wars au début des années 80. La nuit suivante, Robbie semble avoir peur du clown et de l'orage qui gronde, mais la famille finit par s'endormir. Caroline se réveille au milieu de la nuit encore une fois et se pose devant le téléviseur de la chambre des parents qui transmet à nouveau de la neige. Soudain, une apparition se dégage de l'écran de télévision et disparaît dans le mur, créant un violent tremblement de terre au sein même de la maison. Ils sont ici. À partir de là, les choses sérieuses et vraiment flippantes vont pouvoir commencer. Des événements étranges commencent à se produire dès le lendemain, comme le verre de Robbie qui explose tout seul ou les couverts qui se plient. Le chien a également un comportement étrange et les chaises bougent toutes seules. Diane est plutôt amusée par ces phénomènes et pas du tout inquiète, alors que moi j'aurais déjà déménagé. La nuit suivante, le gros arbre du jardin prend vie et s'empare de Robbie à travers la fenêtre de sa chambre. Tandis que Diane et Steven sont occupés à sauver Robbie, qui se fait carrément avaler par l'arbre. Caroline est aspirée dans sa penderie par une force invisible qui a donc profité de ce qui semble être une diversion pour kidnapper l'enfant. La famille constate qu'elle a été enlevée quand ils entendent sa voix depuis le poste de télévision. Bébé, où es-tu? Maman, viens vite, regarde. Bobby, qu'est-ce qu'il y a? Caroline! Ne crois pas, maman. Nous tuer. Steven, le père, part donc chercher de l'aide auprès d'un groupe de parapsychologues de l'Université de Californie. On découvre les docteurs Lesh, Ryan et Marty qui viennent donc à leur secours en s'installant chez eux pour enquêter et affirment rapidement que les Freelings sont la cible d'un esprit frappeur ou poltergeist. Dépassant tout ce qu'ils ont pu voir jusqu'à maintenant, ils découvrent que les troubles impliquent bien plus qu'un simple fantôme. Alors que Diane tente de communiquer avec sa fille, des objets anciens atterrissent dans le salon et Caroline parle d'une présence inquiétante. Maman, c'est toi? Non, c'est pas maman. Maman, il y a quelqu'un qui vient. Espèce de salaud, ça n'est qu'un bébé! Au milieu de la nuit, des fantômes déambulent dans les escaliers et Marty a une hallucination très perturbante. Alors que son patron vient lui rendre une petite visite à l'improviste et lui proposer une balade, Steven apprend que Cuesta Verde fut construit il y a quelques années sur l'emplacement d'un ancien cimetière indien, qui a été déplacé pour construire les maisons du lotissement. Dana part vivre chez une amie et Robbie est envoyé chez sa grand-mère. Le docteur Lesh et Ryan font alors appel à du renfort en la personne de Tangina Barons, une médium plutôt atypique. Tangina tire rapidement la conclusion que les esprits qui hantent la maison sont bloqués dans une dimension parallèle, attirés par la force vitale de Caroline. Tangina ajoute aussi que parmi ces fantômes se trouve un démon appelé la Bête. Caroline n'est pas encore comme eux. Elle est avec eux. Seulement, elle n'entendra que la voix de sa mère. Une horrible présence est là-dedans avec elle. Pour elle, c'est simplement un autre enfant. Pour nous, c'est la paix. La médium détecte que l'entrée vers l'autre dimension se fait par le biais du placard de la chambre des enfants, alors que la sortie est située au travers du plafond du salon. Alors que le groupe tente de sauver la petite Caroline, Diane traverse l'entrée attachée par une corde qui relie les deux portails. Après avoir fait la connaissance de ce qu'on croit être la Bête, Diane parvient à récupérer Caroline et elles tombent toutes les deux sur le sol. Elles finissent par reprendre connaissance dans la baignoire. Et la médium annonce que la maison est maintenant assainie. Cette maison est assainie. Peu de temps après, les Freelings se préparent à déménager et on se doute que ce calme soudain n'est pas normal. Il va donc leur falloir passer une dernière nuit dans leur maison avant le déménagement prévenu le lendemain matin. Steven étant parti régler quelques affaires au bureau, Jan, Robbie et Caroline se retrouvent tout seuls dans la maison. La Bête en profite pour tendre un piège à Diane et aux enfants et tente un second enlèvement en s'appuyant cette fois sur les peurs des membres de la famille. Tout bascule avec la poupée clown de Robbie. Tandis que Diane se fait limite violer, collée au plafond de sa chambre, Caroline est alors sur le point de se faire à nouveau enlever, mais cette fois de manière bien plus brutale. Diane finit par tomber dans le trou de la future piscine, et les cercueils et les cadavres se mettent à sortir de terre.
Aidée par ses voisins, eux aussi apeurés, elle trouve la force de rejoindre ses enfants qui luttent pour ne pas se faire aspirer par la bête. Lorsque Steven finit par rentrer chez lui, c'est le chaos total. Il se rend compte que plutôt que de faire déplacer le cimetière lors de la construction de Cuesta Verde, son patron sans scrupules a seulement fait déplacer les pierres tombales, mais pas les corps, profanant ainsi les sépultures. Les Freeling fuient Cuesta Verde au milieu des explosions tandis que la maison disparaît, aspirée vers l'autre dimension. Et tout ça devant le voisinage, stupéfait. La famille finit par trouver refuge dans un hôtel pour la nuit, mais ce sera sans le poste de télévision. Doté d'un budget de 10 millions de dollars, le film remporte plus de 122 millions au box-office mondial, dont 76 seulement aux États-Unis. Poltergeist est acclamé par la critique, qu'il considère à l'époque comme l'un des meilleurs films de l'année 1982. Plus de 40 ans après sa sortie, Poltergeist reste un classique du cinéma d'horreur, avec une note de 86% sur Rotten Tomatoes. Le film fut nommé 3 fois aux Oscars dans les catégories meilleure musique de film, meilleur montage son et meilleurs effets visuels, mais perdra dans ces 3 catégories face à un certain E.T. du même Steven Spielberg. C'est le premier et le plus célèbre de la trilogie Poltergeist. Un remake lui sera d'ailleurs consacré en 2015, mais bien moins effrayant et réussi que l'original. Dans Poltergeist 2, sorti en 1986, on retrouve la famille Freeling, mais une nouvelle explication nous est présentée concernant les origines de ces événements paranormaux, qui seraient la cause d'Henry Kane, le leader d'une secte secrète. L'idée originale des âmes du cimetière, perturbées par la construction du lotissement de Cuesta Verde, est ainsi modifiée. Le cimetière est maintenant présenté comme étant construit au-dessus d'une caverne. Carol Ann est le seul membre de la famille originale présent dans Poltergeist 3, qui sort en 1988. On la retrouve chez sa tante et son oncle dans un gratte-ciel de Chicago. Kane la suit et utilise des miroirs omniprésents dans l'immeuble comme un portail vers notre dimension terrestre. Le célèbre romancier américain Stephen King, maître de la littérature fantastique, a été contacté au tout début de la pré-production de Poltergeist afin d'officier comme scénariste sur le film. Aucun accord n'ayant été trouvé, ce furent finalement Steven Spielberg, Michael Grace et Mark Victor qui s'attachèrent à l'écriture du scénario. En 2002, Jobette Williams, qui incarne Diane, la mère de famille, a révélé que la production avait utilisé de vrais squelettes humains lors du tournage de la scène de la piscine. L'actrice a appris la nouvelle plusieurs années après le tournage, en croisant par hasard un employé des effets spéciaux. Elle avoue qu'elle était contente de ne pas l'avoir su à ce moment-là, parce qu'elle aurait vraiment beaucoup crié, et pour de vrai cette fois. Craig Reardon, un artiste des effets spéciaux qui a travaillé sur le film, a expliqué qu'il était tout simplement moins cher d'acheter de vrais squelettes que des squelettes en plastique. Et quand on revoit la scène en sachant ça, faut bien se l'avouer, ça fait froid dans le dos. Mais Poltergeist est loin d'être le seul blockbuster hollywoodien à utiliser de vrais squelettes. Même le manège original de Pirates des Caraïbes chez Disney en utilisait à ses débuts en 1967 puisque la technologie de l'époque n'était pas suffisamment sophistiquée pour créer des squelettes. Quant à Jobette Williams, elle était surtout nerveuse de travailler dans l'eau, de peur d'être électrocutée par les projecteurs entourant la fosse. Spielberg la réconforta en se mettant lui-même dans l'eau à ses côtés durant le tournage des scènes, affirmant que si un projecteur tombait dans la piscine, ils seraient tous les deux tués en même temps. Certains ont commencé à penser que ces véritables squelettes étaient à l'origine d'une malédiction qui plane sur la saga. Impossible de ne pas évoquer Poltergeist sans vous parler des nombreuses morts violentes ou prématurées qui entourent la saga. Le premier événement marquant de cette supposée malédiction a lieu le 31 octobre 1982, soit quelques mois après la sortie du film. Dominique Dunne, l'interprète de Dana, est alors étranglé par son ex-compagnon John Thomas Sweeney. Et après avoir passé plusieurs jours dans le coma, elle meurt le 5 novembre à l'aube de son 23e anniversaire. En 1985, peu après la fin du tournage du deuxième film, Julian Beck, qui incarne le révérend Henry Kane, meurt d'un cancer. Et peu avant le tournage du troisième film, c'est Will Sampson, authentique sorcier indien, qui meurt des suites d'une opération. Le tournage du premier film a également été marqué par différents événements troublants. Le jeune Oliver Robbins, qui joue Robbie, a ainsi failli être étranglé par la marionnette du clown dont les câbles étaient mal réglés.
Dans Poltergeist 2, de vrais squelettes ont encore été utilisés, mais cette fois pour les décors, comme pour la scène de la piscine dans le premier film. Certains membres de l'équipe demandèrent alors qu'un exorcisme soit pratiqué sur le plateau. Il fut d'ailleurs pratiqué par l'acteur amérindien Will Sampson. La jeune Heather O'Rourke, véritable révélation de Poltergeist et âgée seulement de 6 ans au moment du tournage, fut repérée durant l'été 1980 par Steven Spielberg alors qu'elle déjeunait au studio MGM, seule, pendant que sa mère Kathleen accompagnait sa sœur Tammy passer un autre casting. Spielberg, qui prépare alors le film E.T., cherche également un enfant pour tenir le rôle de Carol Anne dans sa future production, Poltergeist, rôle prévu au départ pour sa filleule Drew Barrymore, qui est également une amie d'Heather O'Rourke. Il approcha donc Heather pour lui demander si elle avait de l'expérience dans le monde du cinéma, mais celle-ci lui répondit qu'elle n'avait pas le droit de parler aux inconnus. Spielberg pensait qu'elle serait trop jeune pour interpréter le personnage. Mais après un rapide entretien et un test de hurlement, il lui attribua finalement le rôle. Et malgré leur amitié, Drew Barrymore et Heather O'Rourke n'auront jamais l'occasion de travailler ensemble. La phrase qu'elle prononce dans le film, « Ils sont ici », est depuis entrée dans la culture générale américaine. Malheureusement, en février 1988, la malédiction qui entoure la saga semble s'abattre sur la jeune Heather O'Rourke, qui décède à l'âge de 12 ans d'un choc septique sur une table d'opération à la suite de complications d'une sténose intestinale congénitale alors qu'elle était soignée pour une maladie de Crohn diagnostiquée par erreur. Elle n'a ainsi pas pu achever le tournage de Poltergeist 3, qui sortit en juin 1988, soit quelques mois après son décès. On peut d'ailleurs voir à la fin de Poltergeist 3 que ce n'est pas Heather O'Rourke dans les bras de Nancy Allen, mais une autre jeune fille, car Heather était morte avant de jouer la dernière scène du film. Toutefois, on peut visionner la fin alternative sur YouTube avec Heather. C'était la fin prévue à l'origine avant que la production du film, trouvant cette fin trop pessimiste, ne décide de la faire totalement modifier. Poltergeist est vraiment un film dérangeant, et dans le genre, il est parfait, parce que tout est fait dans Poltergeist pour qu'on s'attache à cette famille. Les acteurs sont incroyables, tout le casting est extrêmement bien dirigé, certainement par Steven Spielberg, comme à son habitude. Le fait qu'on ne voit jamais Carol Anne dans l'autre dimension ajoute une part de mystère, à nous d'imaginer ce qui se passe en entendant simplement sa voix, et cela ajoute une part d'angoisse supplémentaire au film. Et puis il y a ce petit Robbie, à l'âge où j'ai découvert le film, j'avais à peu près son âge, et j'ai moi aussi une petite sœur, donc forcément j'imagine qu'à cet âge-là, on s'identifie plus facilement au film qu'on regarde. Et je peux vous dire que j'ai régulièrement regardé s'il n'y avait pas quelque chose qui se cachait sous mon lit après ce film. L'ambiance y est vraiment angoissante, notamment grâce à la musique incroyable de Jerry Goldsmith, qui signe là pour moi l'une des plus belles partitions de sa carrière. On s'attache complètement à cette famille, totalement dépassée par les événements, et impuissants face aux phénomènes dont ils sont les témoins, ou plutôt les victimes. La relation bienveillante entre la parapsychologue et Diane est très touchante, et le père Steven fait tout son possible pour garder la face, mais est lui aussi terrorisé par la situation. Toute la séquence de sauvetage de Carol Anne avec la médium est très stressante, et même si j'ai vu le film un nombre incalculable de fois, je suis toujours impressionné et tout fonctionne sur moi, comme si je découvrais les scènes pour la première fois. Le film a vraiment très bien vieilli. Diane a le courage d'aller chercher sa fille dans cette dimension inconnue et trouve la force de surmonter sa peur à la fin du film pour sortir ses enfants de la chambre. Et quelque part, c'est en prenant la fuite qu'ils parviendront à s'éloigner définitivement de la menace qui les avait pris pour cible. En 1982, Steven Spielberg a réalisé 2 films, dont Poltergeist. Mais lequel des deux est son film le plus personnel ? Difficile à dire, mais une chose est sûre, il semble avoir quasiment tout géré sur ce film à tous les niveaux. Et son nom est présent partout d'ailleurs, sauf à la réalisation. Et en dehors de la scène de la transformation dans la salle de bain, qui semble à mettre au crédit de Tobe Hooper, même si j'y vois encore un rapprochement avec la scène de fin d'Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue sorti 1 an plus tôt, tout le reste ressemble à la mise en scène habituelle de Steven Spielberg avec des plans dont lui seul a le secret. Et c'est bien plus tard qu'on apprit qu'il ne pouvait pas contractuellement réaliser ce film. Sinon, il renonçait à ses droits sur le film E.T., qui devint à l'époque le 4e plus gros succès de l'histoire du cinéma. Je pense qu'une sorte de pacte lie Steven Spielberg à Tobe Hooper. Ils ont fait une sorte d'échange, puisque Tobe Hooper permet à Steven Spielberg d'aller au bout de sa vision,
en échange de la notoriété que lui apporta le fait d'être au crédit de cette réalisation. Il n'avouera d'ailleurs jamais que Steven Spielberg était le vrai réalisateur du film. Même si certains membres du casting diront très souvent que Steven Spielberg était présent physiquement du début jusqu'à la fin du tournage. Et d'ailleurs, je le vois apparaître sur toutes les photos et tous les plans de making-of que j'ai pu vous insérer dans cette vidéo. Poltergeist est dans son genre le meilleur film sur les fantômes que j'ai vu, et rien ne m'aura fait autant flipper jusqu'à la série des Conjuring et autres films de James Wan. C'est malgré les années qui ont passé, toujours une référence du genre, classée d'ailleurs parmi les 100 films les plus effrayants de l'histoire du cinéma. Alors un conseil, si vous le regardez tard le soir, seul chez vous, pensez à vérifier que vous avez bien éteint la télévision avant d'aller vous coucher. Coucou, tu es... J'en sais rien. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de la série Danton Culte. N'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo pour me donner aussi votre avis sur un film qui me fait encore vraiment flipper aujourd'hui. À chaque fois que je le regarde, d'ailleurs, j'évite de le regarder tout seul, parce que franchement, c'est vraiment un film quand on connaît en plus toutes les histoires, parce qu'il y a eu des suites. On y reviendra peut-être sur la chaîne, je sais pas, ça dépendra honnêtement de l'accueil que vous allez réserver à cette vidéo, parce que c'est la première fois que je vous parle d'un film d'horreur. Donc voilà, je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Donc si vous avez apprécié ce film, on parlera d'autres films d'horreur sur la chaîne, il n'y a pas de souci. On n'est même pas obligé d'ailleurs de parler des suites de Poltergeist qui sont pas forcément cultes d'ailleurs. C'est plus l'histoire de cette saga qui est culte, certaines anecdotes qui sont plutôt connues, d'autres un petit peu moins. En tout cas, j'espère que je vous aurai appris des choses sur ce film Poltergeist, qui est plutôt atypique dans la filmographie de Steven Spielberg, parce que je le range quand même clairement dans la catégorie Spielberg. Ce film, pour moi, il a tout de Steven Spielberg, c'est une évidence. On va pas revenir là-dessus, en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre propre avis. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, bien sûr. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de la série Danton Culte. D'ici là, ne faites pas trop de cauchemars et soyez heureux. Soyez heureux. Soyez enculés.